bienvenue en direct dans cette émission L'Essentiel, une rétrospective sur 2021 pour bien comprendre et préparer 2022. Une émission L'Essentiel que nous avons préparée en partenariat avec les équipes de RX France, IT Partners, Laurent Edieu et toute son équipe. Une émission durant laquelle nous avons la chance d'avoir avec nous 4 experts opérationnels et en même temps qui vont nous apporter leurs avis, leurs éclairages, leur compréhension de ce qui s'est passé sur 2021 et peut-être même 2020. On va associer ces 2 années qui ont vécu en même temps avec cette période sanitaire, cette crise sanitaire si longue, et puis réfléchir pour préparer 2022, trouver les bonnes solutions, ne pas passer à côté des problématiques ou des sujets qui nous intéressent vraiment. Pour nous accompagner aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous Luc Dursault, qui est président, fondateur, CEO d'Atempo-Uxo, spécialiste du stockage et de la cybersécurité. Luc, qui a plusieurs casquettes, qui est également vice-président d'Exatrust, qui est membre du Council Alliance, qui a de nombreuses activités annexes. Nous avons la chance d'avoir avec nous Thomas Bress, qui est président et fondateur de BMSP, un grossiste distributeur de solutions MSP. Il va nous réexpliquer un petit peu de quoi il s'agit, mais nouveau format de distribution, nouveau format de vente, beaucoup de location et beaucoup moins d'achats directs. Nous avons la chance d'avoir avec nous Loïc Mignotte, qui dirige également sa société, qu'il va nous représenter un petit peu, mais qui est surtout ici en tant que président de la Fédération Ébène. Fédération Ébène que l'on a remarqué surtout dans cette période de crise sanitaire par son aide qu'elle a apportée à ses adhérents. 2000 adhérents, 10 000 personnes. Delphine Cunet, à qui il faut rendre hommage, a vraiment aidé ses adhérents pour bien comprendre les directives gouvernementales, comment les directives de crise sanitaire proprement dit. Est-ce qu'on a le droit d'aller au travail, de ne pas y aller, comment, dans quelles conditions? Elle a décortiqué tout ce que le gouvernement nous disait. Elle a fait un gros travail. Il faut le reconnaître, il faudra lui tirer notre chapeau. Et puis avec nous également, Édouard Beaucourt, country manager de Snowflake. Il va nous représenter sa société, mais Snowflake, société américaine, fondée par des Français, start-up, licorne, on ne sait pas trop. Il faut dire qu'une start-up américaine, c'est pas du tout la même chose qu'une start-up française. 500 millions, c'est encore une start-up peut-être aux États-Unis. 500 millions de chiffre d'affaires en France, c'est déjà une énorme société. Édouard, est-ce que je peux commencer par toi, te demander un petit peu de te présenter et de nous représenter Snowflake? Oui, avec plaisir. Alors, pour me présenter, moi, ça fait une vingtaine d'années que je régate dans le monde du logiciel pour les entreprises, avec une grosse dominante d'aider les entreprises à tirer parti de leurs données. Et j'y suis tombé un peu par hasard, mais je m'y suis trouvé heureux parce qu'on arrive quand même à dégager pas mal de valeur pour nos clients et à faire réfléchir les prospects ou les gens qui ont des questions à la matière. Récemment, en fait, il y a 6 mois, j'ai rejoint l'entreprise Snowflake, donc, qui est déjà une entreprise relativement établie, même si elle n'a que quelques années d'existence. Nous sommes... alors pourquoi déjà je l'ai rejoint Snowflake? C'est parce qu'aujourd'hui, face aux conversations que j'ai avec des clients, des prospects ou des partenaires de toutes sortes, des ESN, des partenaires services et conseils technologiques et ainsi de suite, je me suis rendu compte que la proposition de valeur de Snowflake permettait d'assumer probablement 40 à 50% du cycle de la vie de la donnée en entreprise et a clairement la promesse de pouvoir aller largement au-delà dans l'avenir. Et que propose exactement Snowflake? Alors, Snowflake, c'est un cloud pour la donnée. Donc, nous sommes une couche logicielle par-dessus les clouds classiques que vous connaissez, que sont Google, Microsoft ou AWS. Et nous allons proposer de gérer le cycle vie de la donnée, depuis son ingestion, en passant par ses traitements, ses transformations, son stockage, ses points de vue analytiques, jouer de la data science et bon nombre de choses, jusqu'à son partage sous toute forme entre entreprises, entre départements, entre individus. Tout ça en apportant tous les bénéfices du cloud. L'élasticité, la gouvernance, la sécurité, la performance. J'ai vu que vous appeliez ça du data cloud. On appelle ça le data cloud, tout à fait. Ok. Et ça représente quoi comme chiffre d'affaires? Combien de personnes? Ça a été fondé par des Français, ils sont toujours là? Voilà, 2 fondateurs français. L'entreprise est née en Californie, donc est américaine, avec 2 fondateurs français qui sont toujours là et qui sont toujours en charge de la destinée produit et de la roadmap produit, donc Benoît Dacheville et Thierry Cruanès.
Et cette entreprise, aujourd'hui, elle représente 4000 et quelques personnes, avec bien sûr beaucoup de croissance et des résultats qui ont été publiés, qui sont très officiels l'année dernière, 110%, le dernier 110% trimestre. de croissance, j'ai vu. Oui, 110% de croissance. Donc petite croissance quand même. Voilà, une petite croissance. À cette échelle-là, c'est ce qui est plus impressionnant, avec une obligation en fait de résultat annuel de 1,8 milliard déjà. Donc c'est à cette échelle-là une croissance assez peu connue dans le monde de l'entreprise, enfin du B2B. On reviendra sur les données parce que c'est quelque chose d'important pour 2022. Loïc, est-ce que je peux te demander de nous présenter un petit peu la société dans laquelle tu es avant de nous parler de la Fédération Eben? Oui, alors bien sûr, la société Activium à l'origine était un leaser informatique. Après la crise de 2008-2009, c'est devenu un revendeur informatique, un revendeur traditionnel qui vendait à la fois des produits valeur et des produits volume, pour reprendre la détermination qu'en font les grossistes. Et aujourd'hui, c'est un opérateur cloud et un managed service provider. Ça représente quel volume de chiffre d'affaires? Combien de personnes? 20 millions de chiffre d'affaires pour 70 personnes, avec un site principal à Clichy en région parisienne et un site secondaire à Lyon. D'accord. Et la Fédération Eben que tu diriges aujourd'hui, est-ce que tu peux nous la présenter? Déjà, à qui elle s'adresse? Alors la Fédération Eben, c'est un syndicat professionnel à l'origine, et c'est le syndicat patronal de la branche de la papeterie, de la fourniture de bureaux, de l'informatique, de la bureautique et des télécoms. Donc la fédération représente les chefs d'entreprise dans le cadre des négociations paritaires avec les syndicats de salariés pour établir la convention collective. Ça, c'est sa première fonction. Et puis ensuite, la fédération délivre à ses adhérents, donc 2500 entreprises adhérentes à peu près, 100 000 salariés dans la branche qui appliquent la convention collective. La fédération délivre à ses adhérents des services complémentaires. Tu parlais tout à l'heure, par exemple, de l'accompagnement pendant la crise, l'accompagnement réglementaire. De la même façon, la fédération propose un pack juridique avec des modèles de conditions particulières, de conditions générales de vente, de ce que doit être un bon de commande, un PV de réception, etc., etc. La fédération a déposé les usages de toute la profession auprès du tribunal de commerce, les usages qui font référence en cas de litige entre un client et un prestataire. Voilà. Et puis la fédération, elle a aussi pour fonction de réunir ses adhérents. C'est la maison commune entre les revendeurs, donc dans les différents métiers qu'elle représente. Faire la fête de temps en temps. Absolument. Thomas, ça en fait partie. Est-ce que je peux te demander de nous présenter un petit peu BMSP? Alors BMSP, on se doute que vous faites du MSP, mais nous représenter en même temps un petit peu ce que c'est que le MSP. Comme son nom l'indique, effectivement. Donc moi, je suis le fondateur de BMSP avec mon associé Frédéric Navarro. Donc on est spécialisé sur le MSP. Alors moi, je suis tombé dedans un peu par hasard. Il y a une bonne douzaine d'années, je m'étais lancé dans les services informatiques et puis j'ai bien vu que le modèle était un peu, peut-être, je veux dire, vieillissant. Et j'avais à l'époque importé ce concept américain. Maintenant, en fait, notre mission, c'est vraiment d'aller évangéliser le marché sur le passage d'un modèle très négoce, vente de temps, à un modèle beaucoup plus basé sur de l'abonnement, de l'automatisation, de la proactivité, qui est un peu l'ADN du MSP. Et donc, nous, on le fait aujourd'hui à la fois avec de la transmission de connaissances sur l'accompagnement, les bonnes pratiques autour du modèle, et on a développé tout un catalogue de solutions destinées au MSP qui permet à tout prestataire qui souhaite se lancer sur le modèle de venir s'outiller et d'avoir un peu tout le back-office nécessaire pour pouvoir faire ce type d'activité. Ça représente quel volume de chiffre d'affaires? Combien de clients? Vous êtes basé où? Alors, on est basé un petit peu partout en France parce qu'on est démarré en digital, c'est facile. Ouais, nous, on a démarré en remote, donc on a un peu ça dans l'ADN. Moi, je suis basé dans les Alpes. On a des bureaux un peu à différents endroits en France. On est aujourd'hui une petite quinzaine de personnes et on a dépassé les 4 millions de chiffre d'affaires. Et c'est essentiellement du récurrent parce qu'on est uniquement basé sur des applications cloud. Donc, on est vraiment Vous n'êtes plus à vendre, on ne vend plus rien, vous faites que de la location. Que de l'abonnement. Ouais. Que de l'abonnement. Ouais. Luc, est-ce que je peux te demander de nous représenter à Tempo Wuxo avant de nous parler de tes autres activités? Avec plaisir. Tempo Wuxo, c'est un éditeur logiciel français spécialisé donc, dans la protection des données et également le management des données. C'est un éditeur également avec une présence internationale puisqu'on est présent, nos solutions sont commercialisées dans plus de 100 pays. On a deux missions. La première, c'est de permettre aux entreprises de se protéger de tout sinistre. Ça, c'est le volet protection de données. Donc, d'être capable de
de continuer leur activité, quel que soit le type de sinistre qu'elles rencontrent, et on va certainement reparler de cybercriminalité bientôt. Le deuxième, c'est de travailler sur le management des données, c'est-à-dire faire face, là c'est des entreprises plutôt pétavores qui ont besoin de très gros volumes de données, de les accompagner avec des solutions qui leur permettent de manager efficacement ces grands volumes de données. Donc l'entreprise, c'est 8 implantations en France, donc un siège qui est à Paris pour le vaisseau amiral, et puis des implantations dans chaque région française. Et c'est aussi des implantations à l'étranger au travers de filiales en Europe, aux États-Unis et en Asie. J'ai vu que tu as fait quelque chose récemment autour de la santé, tu as une offre récente dans ce domaine? Alors, on a accompagné depuis plus de 2 ans, du fait en corollaire de la pandémie sanitaire qu'on a connue, on a eu des établissements de santé qui ont été extrêmement ciblés par les attaques cybercriminelles. On a donc accompagné en effet les établissements de santé dans l'équipement pour se protéger efficacement avec des solutions efficaces face à ces attaques-là, pour permettre aux citoyens d'avoir accès aux soins auxquels ils ont légitimement droit et qu'ils ne soient pas empêchés par les cybercriminels d'avoir accès à des choses qui sont presque dans notre constitution. Donc, ce qui m'a bien intéressé dans ton approche, c'est qu'également, au-delà de l'aspect totalement opérationnel dans ton entreprise, tu t'impliques également dans le mouvement des lignes, je vais dire, entre la relation stratégique, la relation politique, la relation évolutive, notamment en étant vice-président d'Exatrust. Tu peux nous en dire un petit mot? Oui, bien sûr, bien sûr. Je pense que tous autour de la table, on s'accorde sur un point, c'est que la donnée est maintenant la source de toute création de valeur. Donc, en revenant un petit peu sur le thème de la souveraineté, peut-être que c'est là que tu veux m'amener. Ah ouais, c'est vers là que je veux t'amener. Donc, Exatrust, c'est en fait un groupement qui regroupe la filière de cybersécurité française, dans laquelle on est impliqué, puisque la cybersécurité est une couche basse essentielle à la filière numérique. Donc on est, oui, en effet, très impliqué avec des sujets de confiance, avec des sujets de confidentialité, avec des sujets de sécurité de ces données pour pouvoir offrir aux organisations et plus largement aux collaborateurs, le meilleur du monde numérique, qui puissent travailler sans être épiés ou empêchés. Mais pour toi, c'est important aujourd'hui d'aller faire bouger un petit peu ces lignes, de t'impliquer en dehors de l'entreprise? C'est essentiel parce que la vision que l'on a de cette souveraineté, en tout cas, mon point de vue, que c'est un pouvoir suprême qui est conféré à un État, cette souveraineté, et puis qui s'exprime au travers des lois. Donc c'est le pouvoir d'un État de faire respecter ses lois. Pour faire respecter ces lois, il faut en avoir les moyens industriels. C'est-à-dire que des décisions politiques pour protéger des citoyens ou des organisations, c'est la capacité à les protéger. Si on n'a pas les moyens industriels de les protéger, les volontés, les valeurs sont des vœux pieux, mais ils ne s'exécutent pas. Et moi, je pense que dans le monde de paix auquel on aspire, c'est un monde qui est dans les équilibres, c'est-à-dire pas ni protectionniste d'un côté comme de l'autre. Quand on parle de souveraineté, elle s'applique aussi bien aux États-Unis, en Chine qu'en Europe. Il n'y a pas de débat là-dessus. La question, c'est la confidentialité de ces données, la sécurité qu'on apporte aux internautes en général, professionnels ou grand public, et dans quel monde digital ils vont vivre. Est-ce que c'est un monde de bien-être ou est-ce que c'est un monde d'anxiété permanente? Donc, je crois que c'est important d'avoir un équilibre, un partage de la valeur créée grâce à la donnée, et ce partage à l'échelle mondiale, pas concentré entre les mains de quelques-uns. Justement, Édouard, avec ta vision un petit peu américaine, mais même si tu es français, qu'est-ce que ça évoque pour toi, la souveraineté telle qu'en parle Luc, vue un petit peu d'une société américaine, avec une teinture française, bien sûr? Alors, la souveraineté, elle implique beaucoup de choses. Et je vais reprendre un petit parallèle. On parle beaucoup aujourd'hui de cloud et du fait qu'on s'appuie sur des ressources mutualisées qui sont dans le cloud. Il y a une centaine ou il y a 150 ans, le même problème s'est posé pour les industriels qui fabriquaient leur propre réseau électrique sans vouloir faire confiance à une mutualisation de ressources. Aujourd'hui, aucune usine en France ou ailleurs se poserait la question de se dire je vais fabriquer mon propre système électrique parce que j'ai peur de perdre ma souveraineté ou peur de perdre mon autonomie à certains moments. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, quand on parle de souveraineté, en fait, on s'appuie bien souvent sur des sujets qui me semblent être des sujets d'infrastructure ou de tuyautage. Ce qui nous semble, ou ce qui me semble important aujourd'hui, c'est de pouvoir garantir aux gens là où sont leurs données et qu'ils en soient les maîtres, c'est-à-dire le deuxième sujet, c'est la gouvernance et la sécurité sur laquelle ils opèrent, et qu'ils soient finalement les seuls à pouvoir décider de qu'est-ce qui s'active, qu'est-ce qui ne s'active pas, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on ne voit pas. Et puis le troisième aspect, c'est le fait de pouvoir revenir en arrière et donc d'être sur des standards
d'informations, de données qui leur permettent éventuellement de sortir et d'aller ailleurs d'une technologie à l'autre si ça les intéresse. Donc aujourd'hui, pour moi, la définition de souveraineté, elle est vraiment articulée au travers de ces 3 grandes notions. La localisation de données, le fait de pouvoir permettre au client final et au propriétaire de la donnée de la gouverner, de la sécuriser, et le fait de pouvoir lui permettre de sortir et d'aller vers autre chose si un jour cela lui convient, en ayant la garantie du fait qu'il n'y ait pas de trace de ce qu'il a utilisé ou géré en amont. Si je comprends bien ce que tu veux dire, c'est que le moyen ne fait pas partie de la souveraineté. Mais avec le digital, le moyen, il est éloigné, il peut être loin, il peut être dans un autre pays, donc difficile à contrôler par rapport à l'usine d'autrefois où le moyen était quand même un moyen de proximité. Oui, l'objet, il est détaché, le moyen et la finalité, mais encore une fois, le moyen, on le voit souvent comme très grand, comme ayant des ramifications partout. En fait, le moyen, s'il est bien contrôlé, s'il est bien maîtrisé, il est assez local finalement et assez encadrable. Donc, c'est sûr que quand on prend le cloud au sens de manière très générale du terme et qu'on se dit bon, il y a un grand système magique, global, interconnecté qui permet de faire beaucoup de choses en digital, on se dit bon, c'est abstrait et tout transite partout, ce qui n'est pas le cas en fait. Et donc voilà, c'est notre point de vue ou mon point de vue, c'est de pouvoir amener des couches de contrôle, de sécurité, de performance à la main des utilisateurs de la manière la plus simple et la plus managée possible pour leur permettre justement d'être en contrôle et en sécurité de ce qu'ils font. Thomas, qu'est-ce que ça évoque pour toi, cette notion de souveraineté, quand on voit par exemple en ce moment Thales et Google qui sont associés pour faire, alors ils n'appellent pas ça du cloud souverain, mais du cloud de confiance, et un petit peu en écoutant ce que dit Édouard, quelle est ta vision toi de cette approche de la souveraineté ? Alors c'est vrai que je pense qu'il n'y a pas un partenaire avec qui on discute qui ne nous pose pas des questions sur où sont les données, etc. Je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment indispensable. Et je pense que le RGPD a quand même beaucoup poussé les éditeurs, et surtout anglo-saxons, à avoir des choses en Europe, avoir des choses un peu plus encadrées. Je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment une thématique que je pense toutes les sociétés dans le monde de l'informatique ou du service se posent et essayent de garantir pour leurs clients que les données ne sont pas n'importe où et que effectivement on sache où elles sont et comment elles sont protégées aussi et sécurisées. Donc, mais concrètement, comment vous faites, vous, par exemple, avec vos services vous êtes chez des hébergeurs chez lesquels vous exigez un certain nombre de stockage en Europe ou comment ça se passe de ce point de vue-là ? Après, nous, tous les partenaires technologiques avec qui on travaille soit s'appuient sur des clouds type Amazon Europe, ou alors ont leur propre infrastructure en propre, ou pareil, ils ont monté du data center en Europe. Il y a les deux cas, mais je dirais qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'éditeur sérieux qui veut aller sur le marché européen, qui n'investit pas d'avoir des infrastructures locales, quoi. Loïc, est-ce que c'est un sujet pour toi aussi, la souveraineté ? Sachant que, encore une fois, cette semaine, dans les annonces qu'on a eues, on a vu que Palantir investissait à la station F. Palantir, c'est l'éditeur américain émanation de la CIA qui fait un petit peu ses emplettes en France, régulièrement d'ailleurs, puisqu'on le voit régulièrement à Polytechnique ou dans des écoles comme ça, faire ces petites emplettes de tête bien faites et bien pensantes françaises. Comment est-ce que toi tu vois cette souveraineté, notamment avec tous les adhérents que tu rencontres ? Est-ce que c'est un sujet important ? Alors c'est un sujet effectivement qui est fondamental. Après, il a préexisté le cloud. C'est-à-dire que la sécurité des données, c'était déjà un sujet il y a quelques années. À titre d'anecdote, une fois, j'avais dans le train à côté de moi une commerciale grand compte d'un grand groupe français qui sortait de négociations avec la grande distribution. Elle avait un cahier sur ses genoux avec toutes les notes qu'elle avait prises en rendez-vous. Elle était en train de les saisir sur son ordinateur. Et à un moment, elle me dit, est-ce que vous pouvez surveiller mes affaires ? Il faut que j'aille à la voiture bar. Et elle a laissé éclairer son ordinateur et poser ouvert son cahier. Là, il ne s'agit pas de cloud computing, il s'agit simplement d'intelligence économique. Ce sujet, en fait, il a préexisté le cloud. Il a précédé le cloud. À l'évidence, la sécurité des données, c'était déjà un problème avant.
la capacité à faire des sauvegardes et à restituer les données en cas de crash informatique, c'était déjà un problème avant. Donc après, il y a bien entendu des enjeux de souveraineté des États. On ne peut pas ignorer que certains cherchent à copier des savoir-faire, notamment des savoir-faire européens, et qu'il faut bien entendu qu'on s'en protège. C'est pareil, ça n'est pas arrivé avec le cloud computing. Ça existait déjà avant. Voilà. Donc est-ce que c'est un sujet pour les entreprises? Oui. C'est de plus en plus un sujet, y compris pour les petites entreprises. Avant, on avait l'impression qu'à part son fichier client, il n'y avait pas de savoir-faire particulier. Voilà, vous êtes promoteur immobilier, vous construisez un immeuble. Bon, ben en fait, si, parce que tous les terrains sur lesquels vous avez fait une offre, ça, c'est une information qui peut intéresser certains de vos concurrents. Toutes les négociations que vous avez en cours, voilà, tout ça, ça peut intéresser un de vos concurrents à l'évidence. Et donc, on a des clients, notamment des petits. On n'a jamais vu autant de tests de sécurité que cette année. Ça arrive vraiment dans les PME. Nous, on a de très nombreux clients qui ont fait appel à des prestataires extérieurs, à des cabinets de conseil, qui ont fait des pen tests, qui sont venus voir quelles étaient les failles de sécurité chez eux. Alors, ça ne va pas encore de pair complètement avec une formation en intelligence économique, mais il n'est pas improbable que ça arrive bien vite maintenant. Luc, c'est lié, cybersécurité, souveraineté. On a l'impression que c'est du bon sens aussi dans bien des cas. Oui, parce qu'on revient sur l'intelligence économique. Si on lit au-delà du bon fonctionnement de nos services publics, évidemment, dans l'intelligence économique, il faut protéger ces données et s'assurer que des informations stratégiques ne fuitent pas. Donc il y a un sujet de cybersécurité, évidemment. Mais je pense que il n'est pas sain forcément d'opposer les différents blocs chinois, américains ou européens. La question, elle est plus de rétablir des équilibres. On le voit bien dans les espaces physiques. Quand vous avez un espace physique qui est hyper dominant et un pays à côté qui n'a pas les moyens de réagir, d'habitude, il est rapidement envahi. Donc dans les espaces physiques, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que quand il n'y a pas d'équilibre, je ne veux pas parler d'équilibre de la terreur, mais de puissance, quand il n'y a pas d'échanges commerciaux qui soient équilibrés, qu'est-ce qui se passe? Il y a une vassalisation de l'État. Vous le voyez sur l'ancien bloc soviétique, toute la difficulté aujourd'hui de pays comme l'Ukraine d'exister dans ce maillon entre l'Europe et l'ancien bloc soviétique, la Russie aujourd'hui. C'est toujours très difficile quand il n'y a pas d'équilibre. Le danger, il n'est pas de créer une industrie numérique européenne dominante mondialement, c'est d'avoir une industrie numérique puissante, capable de challenger des puissances numériques chinoises ou américaines. Pas d'être hégémonique, c'est d'être équilibré. Et s'il n'y a pas d'équilibre, il y a toujours un risque. Et pour moi, le risque ultime, c'est la guerre. Donc, ce n'est pas ce qu'on souhaite. La guerre économique. Loïc, en même temps, dans cette période de crise sanitaire, on a tous parlé du boost digital, du boost de compétences. J'ai vu qu'en 2021, le terme VPN est entré dans le dictionnaire. Donc maintenant, un VPN, c'est un mot du langage courant. Qui aurait dit ça il y a 1 an et demi? Donc en même temps, j'ai l'impression que la culture dans les entreprises, elle a augmenté de façon colossale autour de cette protection, de ces données, de la valorisation des données. On en parlait depuis longtemps. Est-ce que toi, tu as senti cet effet boost? Alors, je trouve que c'est une vision qui est quand même très optimiste. C'est-à-dire qu'au 17 mars, oui, au 17 mars de l'année 2020, de façon extrêmement brutale et désordonnée, les entreprises se sont mises au télétravail comme jamais avant elles n'avaient envisagé de le faire. Et ça a été fait avec un cadre légal qui était fragile, puisqu'il n'y avait pas d'accord de télétravail dans les entreprises et qu'on ne savait pas comment c'était. Enfin, tout ça a été encadré, avec une tolérance du coup assez forte sur les conditions de travail. Donc ça, c'était le rôle de la fédération, d'accompagner les entreprises. Et puis après, elles se sont posées dans un deuxième temps. La première question qu'elles se sont posées, c'est comment on continue à fonctionner pour celles qui n'étaient pas arrêtées par la loi. Et puis ensuite, elles se sont demandé, et maintenant, comment on optimise le fonctionnement. Et on entre dans cette seconde phase maintenant. C'est-à-dire qu'elles se disent comment est-ce qu'on optimise le fonctionnement. C'est-à-dire que si c'était appelé à durer, il se pourrait que ça le soit, au moins partiellement. Et comment fait-on pour que cette fois-ci, on sécurise nos données? C'est-à-dire qu'en plus d'être en mode survie et donc on essaye de continuer à fonctionner, comment on fait en sorte qu'on fonctionne de manière harmonieuse? Ça, c'est la part accord de télétravail, négociation collective et sécurisée. Et ça, c'est la part technologique.
Et au-delà de ça, il y a un sujet qui ressort tout au long de l'année 2021 et duquel on va parler beaucoup en 2022, qui parle de travail hybride. En fait, au-delà de l'aspect technique, il y a le fonctionnement humain. Dans le travail hybride, les vidéoconférences, le management, ça entre aussi en ligne de compte. Comment est-ce que vous faites Thomas, tu nous disais, nous, on est déjà full hybride, totalement répartis en France. On se rencontre une fois de temps. Comment ça se passe au-delà de l'aspect technique, fonctionnel, la mise en place du travail hybride chez BMSP? Alors c'est vrai qu'on a démarré dès le départ en étant en remote. Donc c'est vrai que quand nous, le Covid est arrivé, on avait déjà c'était déjà dans la culture, dans l'ADN. Donc pour nous, ça n'a absolument rien changé. Ce qui est important, c'est surtout de beaucoup communiquer. Nous, par exemple, tous les jours, on fait une visio, toute l'équipe, un quart d'heure. Tout le monde donne sa petite actu. Et donc, c'est vraiment réussir à trouver des canaux de communication qui vont combler le fait de ne pas se voir à la machine à café, en fait, où il faut recréer ce type de relations. Mais je pense qu'après, quand c'est bien organisé, c'est même presque plus, je pense, performant qu'une organisation traditionnelle, parce que l'information va plus vite, on est plus Il faut agile. peut-être un peu des deux. Hein. Justement, dans la notion de hybride, il y a une notion quand même de présentiel. Ce qui se dessine en toute bonne logique, c'est 2 ou 3 jours au bureau et le reste à la maison. C'est vrai que logiquement, quand on fait des dossiers, on est presque aussi bien au calme, à condition d'avoir un espace calme. J'ai vu également qu'en 2021, ça créait des disparités entre ceux qui avaient la capacité d'avoir de l'habitat, d'avoir un bureau sympa chez eux, et ceux qui n'avaient pas la capacité, notamment des Parisiens, notamment des jeunes, parce que l'habitat coûte très cher à Paris, en région parisienne. C'est peut-être aussi ça qui a poussé un petit peu vers cette sorte d'exode qu'on a connu. Comment ça se passe, le travail hybride dans une société américaine en France? Alors c'est intéressant. Nous, les Américains avaient quand même un vrai temps d'avance sur le sujet. Moi, j'ai commencé il y a 20 ans dans une société qui s'appelait Hyperion, puis Microsoft. On avait déjà le principe du bureau virtuel. C'est-à-dire, notre bureau, c'était notre sac à dos, et puis on travaillait à droite ou à gauche. Déjà, il y avait culturellement cela. Nous, aujourd'hui, on a eu une posture qui est de surtout protéger la santé de nos collaborateurs en leur demandant le maximum de travailler en télétravail. Ça a été la posture assez globale depuis le début de la pandémie. Ce qu'on a remarqué, c'est naturellement des éléments de gain de productivité. Quand la communication est bien tenue, finalement, on arrive à travailler tout aussi bien, voire mieux sur certains aspects. Naturellement, on constate des limites. Et vous parlez d'une des limites qui est importante, c'est le fait que tout le monde n'est pas égal face au télétravail. Entre le cadre bien établi dans sa vie et qui a une belle maison avec un bureau, et le jeune qui a bien souvent un besoin de fabriquer sa vie sociale au travers du bureau et au travers de ses relations professionnelles, ça peut être un bloqueur. Donc voilà, nous on le vit de manière assez intense depuis 2 ans. On n'a pas de réponse très complète sur comment les choses ont évolué. Ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'avec un bon niveau de communication, avec un bon niveau de cadence dans les échanges et dans le travail, et avec aussi le grand respect de la séparation vie privée et vie professionnelle, on a réussi à tenir relativement bien pendant cette période-là. Luc, c'est un peu du pain béni en même temps ce travail hybride, parce que la sécurité qui était réduite dans un périmètre d'entreprise autrefois, maintenant il n'y a plus de périmètre, on a des gens qui travaillent de chez eux, droit à la déconnexion, ça veut dire droit à la connexion, si on regarde le côté inverse, ça a vraiment augmenté l'importance et le périmètre de la cybersécurité. Oui, parce que mécaniquement, la surface d'exposition a augmenté. Donc, des outils de travail qui étaient dans le périmètre physique de l'entreprise sont sortis. Des outils de connexion, des réseaux qui n'étaient pas forcément maîtrisés ont été utilisés. Les box Internet des particuliers, des PC personnels dans lesquels il y a une grande partie de la vie privée qui cohabite avec les applications professionnelles. Oui, donc pour la cybersécurité, je ne sais pas si c'est du pain béni. Je dirais que c'est un sujet à traiter. C'est assez compliqué à traiter. Après, sur le télétravail, moi je suis un peu plus modéré, en tout cas dans l'enthousiasme ambiant, même si de toute façon nous n'avons pas le choix. Donc la donne, avec cette crise sanitaire, c'est de nécessairement privilégier le télétravail. Tu trouves que c'est difficile à gérer, à manager ? Très, de façon transparente, très compliqué. Sur le plan commercial, on a une joignabilité de nos clients qui est très faible. Donc des rencontres qui étaient faites en physique,
Bon, si vous n'avez pas l'extension ou le numéro de mobile de votre client, sa joignabilité, elle est extrêmement faible. Or, la communication des numéros personnels d'une certaine catégorie de collaborateurs dans les entreprises n'est pas forcément publique. Un commercial, d'habitude, vous trouvez son numéro de téléphone. Un responsable de l'infrastructure informatique, il n'est pas habitué à communiquer son numéro de mobile. Or, il devient injoignable. Donc, la partie commerciale est, je trouve, beaucoup plus complexe, l'approche des clients et finaux. La partie interne, la coordination demande une équipe managériale extrêmement bien rodée. Je crois que c'est ce qui a été souligné là. C'est qu'il faut normaliser les rencontres qui se font de façon un peu plus informelle dans l'entreprise. Ben là, on ne les croise plus, donc il faut normaliser ces points de rencontre et avoir des managers qui savent gérer cette partie caisse à outils d'animation. Et puis, il y a une partie quand même que moi j'observe, c'est la neurasthénie qui finit par s'installer dans les équipes quand elles ne se croisent pas, parce que l'homme, c'est un animal social. Donc, quand il ne croise pas ses congénères, il déprime. C'est un peu ce que tu voulais dire, Loïc ? En fait, juridiquement, au départ, le télétravail, c'est le travail à distance au moyen des outils numériques. Pendant la période de pandémie, ça a été le travail à domicile au moyen mais jamais personne n'a dit dans la définition que c'était du travail à domicile, le télétravail. Le télétravail, c'est du travail à distance au moyen des outils numériques. C'est vrai qu'il ne faut pas confondre télétravail et home office. Voilà. Et donc, effectivement, le télétravail a été réduit à du home office pendant la période de pandémie, puisqu'on n'avait pas le droit de sortir. Mais à terme, il y aura des formes de télétravail où le salarié ira dans un espace de coworking près de chez lui. Donc, ce ne sera pas les locaux de l'entreprise. Il aura la possibilité d'interagir socialement avec des gens qui sont en train de travailler comme lui. On gagnera des temps de transport. Donc la technologie va permettre tout ça. Après, effectivement, il faut trouver des formes qui soient des formes confortables pour les uns et les autres, et qui soient des formes efficaces. Moi, j'ai un exemple. On a de nombreuses instances régulières avec nos clients, des comités de pilotage, des comités stratégiques, etc. Quand on les fait à distance, au bureau, au moyen des outils numériques, on est en train de faire du télétravail. On s'est épargné un aller-retour entre chez le client et chez nous. Et quand la réunion dure 1 heure et que le client est à 1h30 de route, on a gagné 3 heures. Voilà. Donc ça, c'est du télétravail, de fait. On gère une partie des relations avec les tiers au moyen des outils numériques. À distance. Et alors, dans cette logique-là, on a beaucoup parlé aussi en 2021, on en parle en 2022 également, on parle de QVT, qualité de vie au travail, on parle de RSE, responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Comment est-ce que tu situes ça un petit peu ? C'est connexe ? Alors moi je le situe bien puisque à la Fédération urbaine on a créé une commission sur chacun de ces sujets, à la fois une commission QVT et une commission RSE. On vient de donner avec un constructeur d'imprimantes, qui est Lexmark, un prix RSE, on le décerne là demain, à ceux de nos adhérents qui avaient pris des initiatives les plus avancées en matière de responsabilité sociale des entreprises. La RSE d'ailleurs, ce que les gens savent peu, souvent on le limite à l'environnement, mais en fait le sujet est bien plus large que ça. Il y a l'égalité homme-femme, il y a la qualité de vie au travail, il y a 7 items principaux dans la RSE. Et en effet, ça devient alors d'autant plus un sujet de préoccupation que maintenant le chapitre RSE est présent dans les appels d'offres et notamment dans les appels d'offres publics. Quelle est votre politique RSE? Qu'est-ce que vous mettez en place, etc., etc., etc. Donc chaque entreprise est forcément sensibilisée. À partir du moment où il y a un enjeu commercial, elle est forcément sensibilisée à ces sujets. Thomas, toi, tu te sens concerné par le RSE? Parce que le RSE, quand on fait des imprimantes, on voit tout à fait la notion de recyclage de cartouches d'encre, de remplissage de cartouches usagées ou pas. Mais toi, en faisant uniquement du dématérialisé, en étant uniquement à distance, en faisant uniquement de la... Est-ce que tu te sens concerné et comment par le monde, par l'approche RSE? Alors, je pense que nous, on permet à nos partenaires de travailler de manière plus efficiente parce que les outils qu'on propose leur permettent aussi de travailler à distance. Donc c'est vrai qu'on va aussi limiter les interventions physiques qu'ils pourraient avoir, optimiser cette partie-là. Et c'est vrai que nous, c'est un peu déjà dans notre ADN. On n'a quasiment aucun véhicule de société, par exemple. Donc moi, je voyage toujours en train. C'est quelque chose qui est assez ancré naturellement dans nos habitudes, même si ce n'est pas quelque chose qu'on a formalisé par quelque chose de très structuré, mais c'est un peu dans notre culture en tout cas. Ouais. Pour rester sur l'aspect MSP, donc la distribution, la façon de consommer de l'informatique ou de la façon de consommer de la data a complètement changé. Aujourd'hui, on est en mode locatif.
principalement. On loue même de l'infrastructure, infrastructure as a service, on loue même des micro-ordinateurs au lieu de les acheter, incluant pourquoi pas des assurances, des garanties. Est-ce que vous, en étant au départ en mode on loue des services, vous essayez de louer d'autres choses aujourd'hui en élargissant votre spectre de produits par exemple? Alors on est toujours en train, nous, d'élargir la gamme de produits. On s'adapte aussi aux besoins. On a beaucoup parlé de sécurité. Aujourd'hui, le marché des solutions de sécurité est en train d'exploser. Il faut savoir un petit peu qu'est-ce qui va émerger. Donc on vient enrichir en essayant de faire les bons choix. Et puis c'est aussi, il faut aider les partenaires, les prestataires informatiques à aller au-delà de ce qu'ils pouvaient faire en termes de... Là où avant, ils faisaient beaucoup de négoces. Alors c'est vrai que quand l'économie s'est mise à l'arrêt, il y en a eu beaucoup moins. Maintenant, on a tout ce qui concerne les problèmes de pénurie. Donc c'est après, comment est-ce que je peux développer du service pour mes clients pour que mon business continue à tourner. C'est une équation qui n'est pas évidente pour tout le monde. Édouard, tu le disais tout à l'heure, nous, on est au-delà de la location. Oui, nous, notre commercialisation de produits, c'est pas de la vente, c'est plus de la location, on est au-delà. Tout à fait. Il y a eu le monde de la vente logicielle, il y a eu le monde de la location ou de l'abonnement. On est passé au-delà maintenant. Nous, on est dans un modèle totalement utilitaire. Quand on parlait de la mutualisation de ressources, on parle aussi de l'élasticité de la ressource. Aujourd'hui, notre client qui a des points de vente et qui va avoir un pic d'activité le samedi au mois de décembre, eh bien, il va être facturé en conséquence. Lorsqu'au mois d'août, c'est plus calme, il est facturé en conséquence. Ou lorsqu'en 2020-2021, il a un vrai pic d'activité, il est facturé en conséquence. On est sur un modèle de consommation en temps réel, à la seconde. Donc on est allé encore plus loin par rapport à ces modèles-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait facturer les gens sur ce qu'ils utilisent à la requête précise, lorsqu'on parle de données, à la requête précise. Donc si sa requête, elle fait telle taille et tel poids et il y en a 100 qui partent d'un coup, il est facturé en conséquence. Si c'est beaucoup plus petit, il est facturé en conséquence. À la mode d'Amazon, on paye ouais, à l'instance. On va même au-delà. Amazon, en fait, provisionne des instances et définit des contrats capacitaires. Nous, on est véritablement passé au cap d'après, qui est de provisionner pour nos clients et de les facturer sur leur consommation réelle à la seconde. Donc on va au-delà de ce que des Amazon ou des Microsoft avaient initié dans leur cloud. Ça peut être qu'une approche mondiale, parce qu'il ne faut pas que tout le monde consomme en même temps. Donc avoir des serveurs qui soient accessibles quand les uns dorment d'un côté de la Terre, ce sont les autres qui travaillent. Oui, mais c'est ça qui est magique aujourd'hui avec les hyperscalers et avec ces vendeurs d'infrastructures. Je reviens au parallèle de l'électricité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à moins que schématiquement tout le monde se mette à faire son usage maximum au même moment, les plateformes et les ressources mutualisées de ces grands fournisseurs d'infrastructures, qui encore une fois restent uniquement des fournisseurs d'infrastructures, l'élasticité, elle est pratiquement infinie. C'est-à-dire que tout le monde en France pourrait se mettre à solliciter le plus grand volume de données et la requête la plus complexe sur ces données que les systèmes tiendraient. Ce qui est malheureusement, et on le constate chez les clients qui ont fait des choix de faire par eux-mêmes et de déporter leur métier bien souvent. Parce que pour moi, un banquier n'est pas un fabricant de data center. Donc de déporter leur métier, et avec un point, c'est que les volumes de données et la complexité des questions qu'on pose à l'information aujourd'hui fait que physiquement parlant, ils ne seront plus en capacité d'ici quelques trimestres ou quelques années de faire certains usages. Loïc, c'est pas trop difficile pour les acteurs que tu connais de la Fédération Eben, qui étaient habitués à des schémas de vente beaucoup plus simples, de passer dans ces modes contractuels, transactionnels, facturés à l'instance. Le plus gros problème, c'est peut-être la facturation, non? Comment tu vois évoluer cet aspect de la distribution? C'est dans tous les cas un changement des usages, effectivement, et donc c'est au revendeur de s'adapter. La fonction du revendeur, c'est de délivrer du service à son client. Et donc, à une époque, en effet, mais Luc parlait tout à l'heure des industriels qui, à une époque, produisaient eux-mêmes leur électricité. Bon, il y avait une contrainte physique, c'est qu'on ne savait pas bien transporter l'électricité, en tout cas pas sur des longues distances. Et puis la deuxième contrainte, c'était une contrainte d'indépendance. Pour l'informatique, c'était pareil. Il y a une époque, on achetait de l'infrastructure, et on s'équipait d'infrastructures parce que d'abord, on ne savait pas bien transporter des données sur une longue distance, les tuyaux n'étaient pas assez gros. Et puis deuxièmement, on voulait son indépendance et donc on recrutait une équipe et on internalisait le service chez soi.
Aujourd'hui, on va acheter ça comme une commodité, et donc on achètera demain de l'énergie informatique. Alors c'est ce qu'on achète en traitement de données chez Snowflake, c'est ce qu'on achètera chez nous demain quand il s'agit d'infrastructure. Et que l'infrastructure soit située sur site chez le client, parce que dans certains cas, on ne peut encore pas trop transporter les données, les logiciels de base ne sont pas faits pour ça. Il y a des logiciels industriels qui ne comportent pas dans le cloud en un claquement de doigts. Mais le client, néanmoins, maintenant, il est habitué à l'idée d'acheter de l'énergie informatique. La cuisine qui est derrière, c'est le problème du revendeur. Enfin, c'est le problème du prestataire. Mais savoir ce que vous avez mis comme machine à un instant T pour produire l'énergie informatique que veut le client, hier, c'était le problème du client. Si demain, on lui propose une solution, moi, je suis certain, effectivement, qu'il choisit cette solution, il choisit cette simplicité. Et ça pose un problème immédiat de taille des infrastructures, de dimensionnement. J'ai vu dans cette logique, enfin, c'est dans la distribution pure, mais j'ai vu récemment des chiffres de vente d'Amazon, et on nous dit que 93% des ventes d'Amazon sont réalisées aux États-Unis. Le deuxième pays qui est le plus important pour Amazon en termes de ventes, c'est le Canada, qui fait 1% des ventes. La France, ça représente 0,2% des ventes d'Amazon. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que nous, en France, je sais pas, Amazon, ça fait 800 millions de chiffre d'affaires. En France, c'est l'ordre de grandeur. Donc, si on regarde par rapport à la France, c'est colossal. Si on regarde par rapport à Amazon, on n'existe presque pas. C'est même pas la largeur du trait. Donc, ce que je veux dire, c'est que par rapport à cette approche, il y a un problème de taille, de dimensionnement. Est-ce qu'on ne va pas tous se noyer dans les GAFAM ? Luc, qu'est-ce que tu en penses ? Je crois que tu as donné les chiffres. Le chiffre d'Amazon aux États-Unis est effrayant. C'est un niveau de création de valeur absolument gigantesque, mais concentré sur un acteur. Et c'est ça le problème. C'est que je pense que la création de valeur doit profiter au plus grand nombre, pas à quelques-uns. Et si tu soulignes que c'est l'épaisseur du trait, pour combien de temps en France ? Regarde ce qui se passe en Italie, où ils ont été condamnés récemment. L'amende vise simplement à dire haut et clair à Amazon qu'il n'est pas possible que le commerce électronique et la logistique soient dans les mains d'un seul acteur en Italie. C'est une décision qui est courageuse. C'est qu'il faut que la création de valeur d'Amazon, il ne s'agit pas de s'opposer à Amazon, il s'agit de travailler avec Amazon, mais que la création de valeur soit partagée dans l'écosystème, pas concentrée sur un seul acteur. Thomas, si on regarde un petit peu l'année 2021, qu'est-ce qui a été important ? Qu'est-ce que tu vas en retenir, toi, de cette année 2021, avant de parler de ce qui serait bien qu'on fasse en 2022 ? S'il y avait un événement marquant pour toi, c'est quoi ? Je pense que commence vraiment à y avoir une prise de conscience autour de la cybersécurité. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on en parle, mais on l'avait un peu mis sous le tapis. Et là, je pense qu'avec tous les gros événements qu'il y a eu, et encore plus récemment, la faille Log4Shell qui vient de sortir, où on sent que quelque part tout le monde est à risque. Et on sent que c'est vraiment aujourd'hui quelque chose où les gens ont pris la mesure. Et nous, dans le milieu du MSP, on le voyait déjà depuis plusieurs années, aux États-Unis, où c'était les MSP eux-mêmes qui étaient visés, et par rebond, tous leurs clients pouvaient se retrouver comme ça, compromis. C'est des choses qu'on n'a pas trop vues en France, à part de quelques cas isolés, mais c'est quand même une vraie tendance qui arrive, et c'est important de se sécuriser, surtout à tous les échelons. C'est vrai qu'il y a aussi des failles chez certains éditeurs. Donc maintenant, on se dit, ah tiens, est-ce que les éditeurs sont bien sécurisés eux-mêmes ? Et puis après, effectivement, se sécuriser soi-même en tant que prestataire de service, et après, sécuriser ses clients. Donc il y a ces trois niveaux qui sont importants. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens en ont plus conscience, mais il y a encore du chemin en France à faire. C'est pas Luc qui va nous dire que la cybersécurité, c'est pas important. Toi de ton côté, Loïc, quel est l'événement marquant 2021-2020 ? Oui, 2020. À partir de 2020, c'est l'explosion des usages numériques. La visioconférence, le partage de fichiers, voilà. Donc, mais parce que la crise sanitaire a modifié de fait les usages. On a gagné probablement, je sais pas, 5 à 10 ans. Et ça s'est fait du jour au lendemain ou presque. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est les pénuries. On vivait dans un monde d'abondance où tout ce qu'on voulait était disponible tout de suite. Quand on dit à un client, passez commande maintenant parce que peut-être qu'on ne sera pas capable de vous livrer dans 3 mois, les gens nous regardent en disant, tiens, ce discours est nouveau. Et quand on cherche un spécialiste en sécurité informatique, quand on cherche un expert réseau, quand on cherche, voilà, et que en mettant 3 ou 4 cabinets de recrutement, en étant au prix du marché, et ben, au bout de 3 mois, on n'a toujours pas trouvé notre candidat. Pareil, c'est une nouveauté, ça.
Voilà, donc les deux choses que je retiens, c'est explosion des usages d'un côté et pénurie de l'autre, pénurie de composants, pénurie de compétences. De ton côté, Édouard, les faits marquants de 2021, Ouais, 2020? bah, le fait le plus marquant, en fait, c'est cette, comment pourrais-je dire, cet élément très cyclique de l'économie. C'est-à-dire, en fait, à la fois le choc et la décroissance ou l'arrêt total de certaines branches à certains moments et la rapidité à laquelle ça peut repartir. Et justement, l'explosion des éléments numériques a permis de supporter cette partie-là. Mais en tout cas, moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est la faculté que tout le monde a dû avoir de s'adapter très vite et de faire face à des faits à une vitesse qui n'avait jamais été vue auparavant. Après, il y a un autre élément que je remarque plus. Alors moi, sur la pénurie, c'est en particulier sur la partie ressources humaines. C'est-à-dire qu'on était dans un monde où, surtout en Europe, on nous expliquait toute la journée qu'il n'y avait pas assez de travail pour tout le monde. Et en fait, on est aujourd'hui face à des pénuries colossales d'un point de vue compétences et profil de personnes. Ce qui règle probablement pas le problème du chômage au sens large, mais en tout cas, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est-à-dire des points de tension en ressources humaines extrêmement fortes à certains endroits. Il y a peut-être besoin de beaucoup de formation. Moi, ce que j'ai surtout entendu au cours de cette dernière année, 2021, c'est l'intelligence artificielle. J'ai eu l'impression d'en manger à toutes les sauces. Comment vous situez Snowflakes par rapport à l'intelligence artificielle, au machine learning? Parce que machine learning, intelligence artificielle, c'est un corollaire des données. Bien sûr. Bah, nous, j'ai pas eu l'impression d'en manger toute la journée, mais il est sûr que ce qu'on appelle plutôt la data science, c'est-à-dire d'appliquer des sciences à la donnée, du machine learning, de l'intelligence artificielle, des modèles. C'est pas nouveau d'ailleurs, hein. On a fait plein de choses en la matière depuis des dizaines d'années, et là ça s'est accéléré, ça s'est simplifié surtout. Donc moi ce que je remarque, c'est que ça se démocratise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des gens qui ne sont pas spécialement des gourous extrêmement pointus ont accès avec des technologies à jouer des modèles et à essayer de prédire et de définir des points de vue. Donc nous, on y croit beaucoup à la data science, aux sciences appliquées à la donnée, au fait que ça se démocratise et au fait que les entreprises qui aujourd'hui investissent en la matière, en fait, sont en train de prendre une longueur d'avance sur pas mal de sujets parce qu'ils arrivent à reproduire des modèles de connaissances extrêmement rapides sur des phénomènes. Et quand on est dans une économie cyclique où les choses peuvent évoluer à la hausse, à la baisse, vers la droite ou vers la gauche toutes les 5 minutes, c'est assez précieux. Luc, on a beaucoup parlé de machine learning et en 2022, il paraît qu'on va parler de unlearning. C'est-à-dire que dans les modèles d'apprentissage, on utilise des données. Il se trouve que certaines données vont être soumises au RGPD. La plupart des grandes plateformes vont libérer un petit peu l'accès des données aux particuliers qui vont pouvoir dire non, je ne veux pas qu'on utilise mes données, même si éventuellement elles ont été utilisées. Il faudra peut-être faire des phases d'unlearning, c'est-à-dire peut-être faire du rétropédalage avec de l'intelligence artificielle qui a été construite avec des données sans accord préalable. Qu'est-ce que tu en penses? Un petit peu sceptique, moi, hein, sur cette vision d'un rétropédalage. Je ne vois pas beaucoup d'événements dans l'histoire où on a rétropédalé. Je pense que ce qui est acquis est acquis. Donc après qu'on stoppe l'apprentissage par l'usage de données qui vont être jugées illégales, oui, évidemment, ça va empêcher les machines d'apprendre un peu plus vite ou ça va stopper leur courbe d'apprentissage. Mais il y a quand même des techniques d'anonymisation, de pseudonymisation qui vont permettre de continuer à alimenter. C'est pas ton prénom, ton nom, ta date de naissance, ton genre qui intéresse l'intelligence artificielle, c'est les cohortes. Donc on n'a pas besoin d'une finesse ou d'une granularité individuelle visant à te discriminer. Ce qui nous intéresse, c'est l'agrégation de toutes ces données pour en tirer des conclusions. Donc moi, je ne pense pas qu'il y aura de recul de l'intelligence artificielle. Je pense que la masse de données exploitables, au contraire, va continuer de grandir, grossir de façon exponentielle. On parle de 2135 zeta-octets de données qui n'iront pas toutes dans les machines d'apprentissage, mais c'est un volume colossal. Après, la loi va faire en sorte, déjà pour la donnée personnelle, qu'on ne puisse pas utiliser toutes les données personnelles, en tout cas si elles visent à discriminer des populations. J'espère, et j'appelle de mes voeux, que la donnée professionnelle soit protégée de la même façon. Voilà. Thomas, on fait beaucoup appel à des API, on fait beaucoup appel à des MSP pour gérer de l'intelligence artificielle. Ce sont des totales boîtes noires, même si Amazon nous dit le fonctionnement de la boîte noire, il est garanti à vie. À vie, on sait ce que ça veut dire en informatique, mais
Ça veut dire tant que le produit fonctionne, mais... Je pense qu'il se pose vraiment la question du cycle de vie de tous ces éléments. Aujourd'hui, on voit que des éditeurs peuvent lancer des produits, les arrêter. Des API, elles évoluent en permanence. Il y a des choses qui se rajoutent, qui s'enlèvent, des fonctions qui s'enlèvent. Et puis, est-ce qu'on a bien sécurisé les accès? C'est vrai que des fois, c'est un peu cette boîte noire. Des fois, on a ouvert un accès API pour interconnecter 2 applications. Mais qu'est-ce qui vous dit qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui est en train de s'y connecter pour aller consulter vos données de manière complètement transparente? Donc, je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus. Loïc, un autre sujet qui est assez à la mode concerne les communications aujourd'hui. On parle de Teams, on parle de Zoom, on n'a fait que des vidéoconférences en 2021, en 2020. On va continuer à en faire en 2022. Le réseau téléphonique commuté d'Orange s'arrête. Donc, aujourd'hui, les télécoms, ça devient de l'informatique. Aujourd'hui, on est complètement en train de basculer dans un nouveau monde, y compris avec les télécoms. Comment est-ce que tu le perçois, toi, avec tes adhérents et en termes d'usage? Alors, je le perçois directement, effectivement, puisque à la Fédération Eben, on avait déjà fusionné il y a 3 ou 4 ans les commissions informatiques et les commissions télécom, considérant que ces 2 métiers maintenant étaient les mêmes. Ce qui faisait la différence historiquement, c'est que les langages du côté télécom étaient souvent des langages propriétaires d'un fabricant. Aujourd'hui, ce sont des applications hébergées dans un data center. Et que ce soit des applications informatiques ou des applications télécom, c'est globalement la même chose, c'est le même métier. Après, sorti du data center, il y a un tuyau qui relie le client. Et il peut être vendu indifféremment par une société informatique ou par une société télécom, quand c'est un abonnement fibre, par exemple. Donc les prestataires télécoms gardent pour eux les minutes de communication, mais pour le reste, ces 2 métiers sont vraiment en train de converger, en effet. S'agissant de Zoom, de Teams, etc., ce qui est très intéressant ou inquiétant, enfin les deux d'ailleurs, c'est que quand on a commencé à les utiliser, personne ne s'est posé la question de savoir à qui appartenaient les données, quel était le contrat avec le prestataire. Et donc on a un prestataire qui est inconnu, enfin, sauf sa notoriété grand public, mais Zoom, où est le siège de la société Zoom? Est-ce qu'elle a une représentation en France? Demain, oui. J'ai un litige avec Zoom, je m'adresse à qui? Quel tribunal de commerce, etc. etc. Quel recours est-ce que je dispose? Quel niveau de garantie de service est-ce que j'ai, de confidentialité, etc. etc. Personne n'en sait rien. Il n'y a pas une direction juridique qui ait pris le temps de valider qui étaient les prestataires autorisés et les prestataires interdits. Et pourtant, des prestataires de visioconférence, il en existe N. Il y a dans ce qu'on appelle le shadow IT, c'est-à-dire l'usage que font les salariés de l'informatique sans passer par l'accord de leur direction informatique. Il y a des usages d'outils complètement exotiques. Et ils se tiennent des conversations qui pourtant sont confidentielles sur des outils sur lesquels l'entreprise n'a aucune prise. Aucun contrat, aucune prise. Donc en effet, en termes de sécurité, on a là une faille qui, à l'évidence, est béante. En regardant un petit peu tous ces sujets, et puis les nombreux qu'on n'a pas abordés, qu'est-ce qu'on pourrait commencer à donner comme conseil aux gens qui nous regardent? À quoi on peut réfléchir pour préparer 2022? Quels seraient les écueils à éviter de ton point de vue avec cette approche un petit peu mondiale que tu nous apportes aujourd'hui? Alors, nous, et moi je parie personnellement, pas uniquement pour l'entreprise que je représente, sur le fait qu'il va falloir continuer à partager et à communiquer. Et que tout ce qui est en train de se dérouler nous oblige à continuer à partager et à communiquer, que ce soit dans le monde réel ou que ce soit dans le monde digital. Donc c'est d'ailleurs un des points d'observation ou une des tendances à laquelle on croit beaucoup sur notre marché de la donnée, c'est que les gens veulent communiquer. Vous voyez, dans la recherche vaccinale, typiquement, ceux qui ont retrouvé le plus vite les vaccins, c'est ceux qui avaient des ponts de communication entre les laboratoires et au niveau de la R&D qui étaient les plus efficaces. Ce n'est pas ceux qui avaient les meilleurs chercheurs, c'est ceux qui savaient faire communiquer les chercheurs et les différents laboratoires, parce qu'ils sont tous en conglomérat. Il n'y en a aucun qui fait par lui-même tout seul dans son coin. Donc c'est partager, communiquer. Donc c'est d'ailleurs un de nos grands sujets de développement chez Snowflake. On est en capacité d'aider des gens à partager des données en exposant des objets. C'est la première fois qu'on ne fait pas un transfert physique de l'information par un tuyau. On expose une donnée totalement gouvernée et contrôlée auprès d'un autre département, auprès d'une autre entreprise ou auprès d'un client quand on est une entreprise. Donc ça, c'est un des premiers sujets. Le deuxième sujet ou la deuxième tendance à laquelle je crois beaucoup, c'est
cette explosion des données, cette explosion du partage, de la communication et ainsi de suite de manière digitale doit se faire de manière éthique et sécurisée. Et c'est la responsabilité de tout le monde. C'est la responsabilité d'une entreprise qui, lorsqu'elle labellise l'outil de communication ou l'outil de gestion de ces données, de faire en sorte qu'elle ait le bon niveau de contrat, le bon niveau de régulation à tous les étages. Aujourd'hui, on travaille avec des mutuelles. Autant vous dire que les sujets de régulation liés à la santé sur des données de santé, c'est plutôt pointu. Donc, c'est une responsabilité de tout le monde d'être au plus pointu dans l'éthique et dans la sécurité et d'amener la gouvernance qui va bien à la fois sur les produits, mais aussi sur les processus qui entourent ces produits. Ce n'est pas uniquement le produit ou le logiciel sous quelque forme qu'il soit, c'est aussi tous les processus et toutes les choses qui se passent autour. Donc pour moi, je suis assez enthousiaste parce que je pense que toute cette innovation, elle amène un niveau de contrôle, de sécurité et finalement d'indépendance pour tout le monde beaucoup plus forte, mais elle a besoin d'être plus éthique et plus sécuritaire. Enfin, elle a besoin de conserver des normes d'éthique et de sécurité. Beaucoup d'humains, enfin si je comprends bien ce que tu Voilà, veux dire, c'est beaucoup d'humains, de communication, d'éthique. Loïc, à ton avis, qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil fort pour 2022? Alors, aux entreprises de mettre en place une charte informatique. C'est-à-dire d'encadrer les usages, de dire aux gens voilà ce que vous pouvez faire, voilà ce que vous ne pouvez pas Donc faire. encore voilà une ce fois qu'on de a l'humain. validé. Oui, non, mais voilà ce qu'on a validé, et puis voilà le champ de tout ce qu'on ne connaît pas, et sur le champ de ce qu'on ne connaît pas, soyez prudents. De ton côté, Thomas, quel conseil absolu tu pourrais donner pour 2022 à la fois à tes clients et à la fois à d'autres personnes qui nous écoutent, qui sont dans cet environnement informatique et qui se posent des questions? Je rebondirai un peu sur la remarque de mon collègue. C'est vrai que le risque, c'est dans ce qu'on ne connaît pas. Donc en fait, aujourd'hui, il y a un vrai travail de savoir qu'est-ce qu'on a. On parle de cloud, etc. On parlait tout à l'heure d'employés qui vont utiliser des outils qu'on ne contrôle pas. Il y a un vrai sujet de savoir vraiment inventorier de façon très exhaustive tout ce qu'on a et de pouvoir après le surveiller. Parce que est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de se balader dans votre cloud sans que vous le sachiez? Donc ça, c'est, je pense, un vrai sujet. La cigarette. Luc, quel conseil tu pourrais donner pour 2022 aux gens qui nous écoutent, de ton point de vue, avec tout le spectre de tes relations et tes garder activités? l'esprit critique. Exercer son esprit critique. Donc toujours de l'humain. Oui, de l'humain, et puis être capable de faire de la différence entre niveau d'information. On parle beaucoup d'informations manipulées, donc d'avoir du discernement dans les informations auxquelles on est exposé, être capable de les analyser, de les tracer, de voir si elles sont véridiques ou pas véridiques, et de se positionner par rapport à ça. Et dans les choix, de faire attention aux tendances, aux choix mainstream, comme on dit aujourd'hui, de garder un esprit critique. Est-ce que c'est vraiment ce dont j'ai besoin? Est-ce que c'est dans mes moyens? Est-ce que c'est stratégique? Voilà, de garder un esprit critique et de l'exercer. En fait, exercer ses libertés. Merci. Merci à tous les quatre. J'espère que ceux qui nous regardent auront pu exercer leur esprit critique, apprendre certaines choses, se faire des idées, comprendre, essayer de préparer 2022. On a essayé de partager quelques idées, quelques réflexions autour de ça. Je tiens à vous remercier tous les quatre de vous être déplacés, d'être venus en présentiel pour cette émission L'Essentiel rétrospective 2021 pour préparer 2022. Je tiens également à remercier Eric Sofrance, IT Partners, notamment Laurent Edieu et toute son équipe. Laurent qui est ici en présentiel, de nous avoir aidés, accompagnés pour préparer cette émission. Et puis je tiens également à remercier les équipes d'ITR News et d'ITR TV qui sont derrière la caméra, à la régie, à la rédaction, de nous avoir aidés à préparer cette émission. Je vous souhaite dans tous les cas de belles et bonnes fêtes de fin d'année et j'aurai l'occasion de revenir pour vous souhaiter une bonne année, mais le cœur y est déjà. À très vite.